Alfred Michael Nicholas était un marchand et philanthrope. Il est mort en 1937 d'une maladie coronarienne dans sa propriété de Burnham Beeches et la légende raconte que son esprit hante toujours les murs de son ancienne demeure. Salut les amis, j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo. En fait il pleuvait tout à l'heure, j'avais pas trop la motive et puis au final ça se dégage légèrement. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous faire partager ça. En fait je me trouve dans un endroit qui s'appelle le Alfred Nicholas Memorial Garden, qui est en fait un jardin botanique qui se trouve à environ 1 heure à tout casser de Melbourne. J'ai dû m'arrêter dans une casse ce matin pour récupérer des pièces pour mon van. Et en fait, étant donné que j'étais pas loin de la forêt de Dandenong, je me suis dit que ça serait sympa en fait de trouver un petit endroit coolos pour venir faire des photos. Donc j'ai regardé vite fait sur internet et sur la carte et j'ai vu en fait qu'il y avait ce jardin qui était pas très loin de où j'étais. Donc je me suis dit bah ça vaut vraiment le coup de faire un petit détour pour aller dans ce jardin là. Et en fait je suis pas du tout déçu. Donc je suis tout seul aujourd'hui. L'endroit est assez incroyable. Il n'y a pas un seul bruit, hormis celui des oiseaux, du vent et de l'eau qui ruisselle. Je me suis calé ici, j'ai calé l'appareil photo. Donc j'ai pris mon petit 80D aujourd'hui. J'ai pas voulu m'encombrer avec le Sony, le grip batterie et toutes les optiques. Je savais que j'allais faire des photos mais j'ai pris le minimum. Et donc je me suis amusé à faire quelques petites pauses longues là pour le coup. Je me suis dit que ça serait sympa de te partager ça. Tu as cette petite cabane en particulier là-bas qui est vraiment mignonne. J'adore avec le petit lac devant et tout ça, ça fait vraiment... c'est super reposant quoi. En tout cas niveau composition photo, c'est vraiment cool. Je suis tout seul, il n'y a absolument personne, pas un seul touriste. Il y a des canards là-bas. Ah, on entend des coquetous au loin. Alors c'est marrant parce que j'ai hésité à prendre mon stabilisateur pour smartphone avant de partir et je l'ai pas pris. Et en fait... là je filme tout avec l'iPhone. C'est pas grave parce que je vais essayer de faire de jolis plans avec le 80D. Bon apparemment ils sont quand même en train de faire quelques travaux là de ce que je vois dans le parc. Il y a un petit îlot comme tu peux le voir. C'est dommage on peut pas y accéder sur l'île avec plein de petits ponts. Et là visiblement ils l'ont fermé pour rénovation. Et mes potes les canards là-bas. Salut les gars. J'ai aussi pris mon drone, le Mavic Pro. Donc si la météo me le permet, je ferai quelques plans aériens tout à l'heure. On verra s'il y aura des plans aériens dans cette vidéo. En tout cas, j'aime énormément ce spot là. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de te faire une petite vidéo pour te montrer comment je fais ma retouche sur ce genre de photos là. Tu viens dans un endroit comme ça et ça te fait tout de suite déconnecter, relativiser, réfléchir. Ça fait du bien et c'est super important. Allez, je vais visiter un petit peu et faire quelques images. On se retrouve tout de suite. Faire un petit tour de jardin, essayer de trouver un autre spot. Je vais essayer d'avoir un autre point de vue. Je vais essayer d'avoir un autre angle. Ça peut être sympa. Allez, on y va. En tout cas, j'adore cette petite maisonnette qui se trouve derrière moi. Ouais, il me reste vraiment plus beaucoup de batterie avec l'iPhone. Je sais pas si je vais être en mesure de continuer. Il faut savoir qu'on est en septembre. On est le 14 septembre exactement et c'est censé être le printemps. J'ai l'impression qu'on est toujours en hiver vu le froid. Il fait extrêmement froid, j'ai pas pris mes gants. Waouh, c'est super beau. Tiens, regarde.
Il y a tout un tas de paramètres qui va faire que ta photo va être intéressante. Bon, il me reste 1% de batterie sur l'iPhone, ça risque de couper très prochainement. Donc il y a plusieurs paramètres qui vont faire que ta photo va être intéressante. Un des premiers paramètres, c'est la composition. C'est comment tu composes ta photo. Moi, j'adore me servir de tous les plans. Donc par exemple, je vais m'amuser avec tout ce que je trouve dans le premier plan et l'intégrer à ma photo pour améliorer ma composition. Il y a aussi ton cadre. Donc par exemple, comme tu peux le voir ici, on a des escaliers en fond. Donc je vais venir placer mon appareil pour que ton œil se dirige naturellement vers ces marches qui sont en fond. Donc dans l'idée, ça donne quelque chose comme ça. Pour t'aider à composer ton image, il y a quelque chose de vraiment pratique qui se trouve sur ton appareil photo. La plupart des boîtiers longs, c'est ce quadrillage que tu as sur l'écran. Il ne faut pas avoir peur de se servir de ce quadrillage pour composer ta photo. Non seulement moi je vais interagir avec le premier plan, mais en plus de ça je vais composer ma photo d'une manière à ce que l'œil se dirige tout naturellement vers le point que j'ai envie de mettre en évidence. Donc par exemple, ces escaliers qui se trouvent en fond. Donc en gros là l'idée c'est de venir cadrer, tu vois, ce croisement ici correspond à mon tiers supérieur gauche. Je viens mettre les escaliers sur ce coin là et donc tout naturellement l'œil va se diriger vers ce point là. Bon, je sens qu'il y a des gros nuages qui sont en train de revenir. Je pense que je vais me diriger vers la sortie tranquillement pour essayer de ne pas me prendre la saucée sur la gueule. De toute façon on va passer sur mon ordi et je vais te montrer comment je retouche toutes ces photos là. Voilà, de retour sur mon ordi, on va lancer Lightroom et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces photos qu'on a prises donc sur le terrain tout à l'heure. Je lance Lightroom. Donc là, tu peux voir un aperçu des 13 photos que j'ai gardées et que j'ai sélectionnées. Je les ai toutes traitées dans Lightroom. Je ne suis pas passé par Photoshop cette fois-ci. Je trouve qu'avec Lightroom, tu peux quand même faire de très belles retouches. Lightroom peut te permettre de retoucher des photos assez rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques photos. On ne va pas tout faire aujourd'hui, mais je vais te montrer avec 2 ou 3 photos ce que j'ai fait au niveau de mon traitement et de mon développement de mes RAW. Donc il faut savoir que je shoot toujours en RAW. Donc c'est un paramètre sur le boîtier que tu peux sélectionner dans ton menu. En général, tu trouves ça sur tous les boîtiers. Tu as la possibilité de shooter soit en JPEG, soit en RAW. Il faut savoir que le JPEG, c'est un format de photo qui est déjà compressé par ton boîtier. Donc par exemple, il peut te manquer des informations dans les basses lumières ou dans les hautes lumières. Le format JPEG, c'est un format qui peut convenir si tu n'as pas envie de faire de gros traitements derrière et si tu as envie d'avoir un workflow qui est assez rapide. Maintenant, si tu travailles pour un client, tu ne peux pas te permettre de shooter en JPEG. Il va falloir shooter en RAW pour avoir le maximum de ton fichier et le maximum d'informations qui vont te permettre derrière en post-production, donc en traitement avec Lightroom ou Photoshop, de pouvoir obtenir le maximum de ton image. Donc par exemple, si on prend cette photo là, qui est une de mes préférées, donc avec cette boat house, ils appellent ça, donc la maison sur le lac, on va afficher les panneaux ici, le panneau de droite. On est dans la partie bibliothèque. Donc là, je vais basculer sur la partie développement ici. Je clique sur développement et on arrive dans la partie avec tous les outils de développement. Tu vois déjà dans un premier temps tous les réglages que j'ai pu faire. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la photo et on va développer la photo ensemble. C'est pas dit que j'arrive au même résultat, mais ça peut te donner une idée de comment je m'y prends pour développer mes RAW. Donc dans un premier temps, on va faire un clic droit sur la photo et on va cliquer sur créer une copie virtuelle. Donc là, il nous crée une copie qui est virtuelle, comme il l'appelle, et qui va te permettre d'avoir un deuxième rendu ou de voir un petit peu un avant-après. C'est une copie qui peut se supprimer, mais qui peut aussi s'exporter en tant que véritable fichier à la fin. Donc ça veut dire que d'une seule photo, tu peux créer tout un tas de copies virtuelles et avoir à partir de la même photo, tout un tas de retouches différentes. Donc on vient de créer cette copie virtuelle. Maintenant, je vais cliquer sur réinitialiser pour la remettre à plat tel que je l'ai importé la première fois dans Lightroom. Donc voilà, on a le fichier brut ici, donc je te fais un petit plein écran. Voilà notre fichier original tel qu'il sortait de mon appareil photo, donc le Canon 80D. Et donc après ma retouche, ça donne quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est assez moody, tout ce qui est un peu dark. Donc je vais m'orienter vers ce genre de rendu-là, notamment avec beaucoup de contraste. Donc si on part de cette photo brute, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Donc c'est tout simple, je commence toujours mon traitement par corriger ma température de couleur. Là, en l'occurrence, elle n'était pas trop mauvaise, puisque je l'avais réglée sur le terrain déjà à la prise de vue. Comme tu as pu le voir précédemment, la météo n'était pas très clémente ce jour-là. Donc il me semble que j'avais réglé en nuageux ou ombragé. Dans un premier temps, je vais rajouter du contraste. Voilà, donc en fait, tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire, ce sont mes goûts et c'est ma façon de traiter les photos. Maintenant, tu peux aimer quelque chose de complètement différent. Le principe, c'est que tu vois un petit peu ma façon de travailler et que ça puisse t'aider à comprendre les différents outils qui te sont proposés par Lightroom pour développer tes photos. Donc ensuite, on a plusieurs curseurs ici. Donc les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Les hautes lumières, principalement, ça te sert à rattraper des zones qui ont été cramées. Donc là, c'est pareil.
Quand je dis qu'elles ont été cramées, c'est qu'elles ont été surexposées à la prise de vue. Sur chaque boîtier, il y a quelque chose de super pratique, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme, tu le retrouves sur Lightroom en haut à droite. Cet outil-là, il va te permettre de savoir si ta photo est correctement exposée. Donc comme tu vas pouvoir le constater, si je me déplace sur la gauche, je vais sous-exposer mon image et si je me déplace vers la droite, je vais surexposer mon image. Donc c'est ce qu'on va faire là et on va voir la conséquence par rapport à notre histogramme. Donc là, je me déplace vers la gauche et comme tu peux le voir, mon image devient très sombre et mon histogramme se colle vers la gauche. Si à l'inverse, je pars vers la droite, je surexpose mon image et là, comme tu peux le voir, mon histogramme part vers la droite. Donc une photo qui est relativement bien exposée, c'est une photo qui se situe donc plus ou moins au milieu. Si la courbe de ton histogramme est trop située vers la gauche, ta photo va être un peu trop sous-exposée. Et à l'inverse, si elle est sur la droite, ta photo va être un peu trop surexposée. Mais le fichier reste tout à fait exploitable puisque les zones ne sont pas perdues. Comme tu peux le constater, donc on est sous-exposé, mais on reste quand même dans la limite du convenable. Je vais garder mon exposition telle qu'elle est puisqu'elle me convient. Je reviens à mes hautes lumières. Donc quand tu as des zones cramées de ton image, le curseur haute lumière va te permettre de rattraper un petit peu ces zones-là. Par exemple, si on était à ce niveau-là, hop, tu viens descendre ton curseur et comme tu peux le voir, on récupère en fait les zones qui ont été cramées. De la même manière pour les ombres, si on a des zones sur notre photo trop sous-exposées, avec le curseur ombre, si on se déplace vers la droite, on va pouvoir récupérer ces zones-là. Tu as plusieurs façons d'avoir du contraste. Tu as directement le curseur contraste ici. Tu peux jouer sur ces deux curseurs-là et tu as aussi les courbes. Donc les courbes en général, quand on veut rajouter du contraste, on fait ce qu'on appelle une courbe en S. On tire un peu vers les hautes lumières, on descend un peu dans les basses lumières et on rajoute du contraste à notre image. On peut créer un troisième point qui va vraiment être sur le milieu. Donc là, je peux même descendre encore plus mes ombres si je le désire. Donc ici, tu as un petit curseur qui est vachement pratique et qui va te permettre de voir avant, après ton effet. Si tu veux simplement voir comment ton effet est appliqué sur la photo, tu peux choisir uniquement de l'activer ou le désactiver avec ce petit interrupteur que l'on retrouve ici. Donc là, on est avant mon effet et si je le remets vers le haut en cliquant une fois dessus, on applique l'effet. Une chose qui est un petit peu dommage par rapport à Photoshop, c'est qu'on ne peut pas vraiment doser l'effet appliqué. C'est-à-dire que soit tu l'actives, soit tu le désactives. Sur Photoshop, tu as un paramètre qui est vachement pratique et qui s'appelle l'opacité. Et donc, tu peux choisir d'appliquer un effet, modifier son opacité pour choisir de l'appliquer plus ou moins sur ta photo. Si on veut rétablir notre courbe, il suffit de faire un clic droit sur la courbe, aplatir la courbe et là, tout revient à la base. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à ma photo, j'ai voulu récupérer des lumières dans les ombres. En fait, j'ai voulu rajouter ce qu'on appelle du fade, rajouter des hautes lumières dans les ombres. Donc pour ça, c'est très simple. Tu viens cliquer sur le point qui se situe dans les ombres et donc tu vas le remonter très légèrement pour obtenir cet effet qu'on appelle de fade. Donc j'en ai rajouté un tout petit peu comme ça. Ensuite, on passe à la partie colorimétrie de la photo. On a trois choses différentes. On a ce qu'on appelle la teinte, la saturation et la luminance. Cet outil-là, il est vachement pratique parce que c'est ce qui va commencer à donner une coloration à ta photo et donc une certaine identité. D'ailleurs, ce que je te recommande vivement, c'est d'arriver le plus vite possible à déterminer quelle va être ton identité. Ça peut se jouer sur la prise de vue, sur ta retouche, sur tes cadrages, sur ta lumière. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir ta propre patte qui va faire que les gens te reconnaissent dès qu'ils regardent tes photos. Donc, dans un premier temps, on va commencer par la teinte en cliquant une fois dessus. Si tu cliques deux fois sur la teinte, ça t'affiche tous les curseurs disponibles donc pour ces trois sections de teinte, saturation et luminance. Si tu cliques une seule fois sur l'outil teinte, ça va te permettre de voir uniquement la teinte. Donc cet outil, il va te permettre tout simplement d'agir sur chaque couche de couleur et de modifier chaque couche comme tu le désires. Donc si par exemple, tu trouves que tes verts sont trop dans les jaunes, tu viens simplement prendre le curseur vert et le déplacer de gauche à droite jusqu'à trouver ce qui va vraiment te plaire. Donc moi par exemple, j'ai opté pour un vert qui était assez profond avec très peu de jaune et donc j'ai tiré mon curseur vers la droite. Il y a une petite astuce que je t'avais montré dans une des vidéos précédentes, notamment celle dans le van que tu peux retrouver en haut à droite. Cette astuce consiste à cliquer sur ce point ici, voilà, comme ceci, et donc ça va te permettre d'activer un petit curseur qui va tout simplement changer la couche de couleur en cliquant dessus. Donc par exemple, si tu veux t'occuper uniquement de la couleur de la végétation, tu vas cliquer sur le vert correspondant à cette dominante de couleur. Tu restes appuyé sur ta souris et tu vas monter ou descendre. Les curseurs déplacent uniquement la couche concernée. Alors ce truc là, il est super pratique parce que tu vas savoir d'entrée quelle tranche de couleur tu vas venir modifier. Par exemple, si notre maison ne nous convient pas trop, donc moi en l'occurrence, je voulais lui redonner cette couleur assez orange, c'est la même chose. Donc on vient cliquer une fois
sur cet outil pour l'activer et de la même manière on reclique dessus pour le désactiver. Je fais un petit zoom sur ma maison, je reclique une fois sur cet outil, je clique sur la teinte de couleur que j'ai envie de modifier et de la même manière donc je descends ou je monte. 8 hours later. Bon alors j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement avec mon micro et mon Sony, donc j'ai dû changer d'endroit entre temps, mais c'est pas grave, on va reprendre là où on s'est arrêté. Tu peux passer à la partie saturation, donc si tu trouves que par exemple tes oranges ne sont pas assez saturés, ben de la même manière, tu vas booster tes oranges en tirant le curseur vers la droite. On va activer et désactiver l'effet et tu vois déjà qu'en 2 clics, en y rajoutant un petit peu de teinte et de saturation, on commence déjà à avoir une différence sur notre photo qui est quand même assez flagrante. Si on passe sur la partie luminance, la luminance va te permettre de rattraper de l'exposition, de la luminosité par tranche de couleur. Et ça, c'est vraiment super pratique parce que par exemple au premier plan, comme tu peux le voir, on a une dominance de bleu. Donc si je diminue les bleus dans la luminance, on s'aperçoit qu'on va diminuer la luminosité dans cette tranche de couleur. Bon là, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'aimais bien et que j'ai voulu conserver. Donc voilà, avec ces 3 outils-là, tu peux vraiment donner une coloration à tes images. Et moi, en l'occurrence, j'aime bien utiliser l'outil teinte. Ici, dans cette section, en tirant à gauche ou à droite, on vient modifier la teinte générale de l'image. Et à la différence, cet outil-là va te permettre de modifier la teinte sur chaque couche de couleur de ta photo. Ensuite, on a ce qu'on appelle les virages partiels. Cet outil-là va te permettre de coloriser ta photo dans les hautes ou les basses lumières. Donc avec le curseur teinte, tu peux choisir la teinte de couleur que tu vas appliquer dans tes hautes lumières. Donc moi, j'ai envie de garder quelque chose d'assez chaud. Et ensuite, la saturation va te permettre de booster donc cette teinte de couleur. Et donc en modifiant la teinte, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc là forcément on est un peu dans le too much et moi je veux garder quelque chose d'assez discret, comme par exemple rajouter un tout petit peu de jaune orangé dans les hautes lumières. Je trouvais ça pas trop mal. Avec ce petit interrupteur, tu peux désactiver l'effet ou le réactiver. C'est plutôt pas mal pour voir l'avant-après pendant le développement de ta photo. Donc là j'ai quand même une majorité d'ombre sur ma photo puisqu'elle a été sous-exposée volontairement. En boostant le curseur teinte dans les basses lumières, tu peux choisir d'avoir quelque chose de beaucoup plus froid, ce qui a été un petit peu la direction que j'ai choisie. C'est vraiment une histoire de dosage, il faut y aller avec parcimonie. Et comme je dis toujours, une bonne retouche, c'est une retouche qui ne se voit pas. Voilà pour les virages partiels. Maintenant si on continue dans le développement de cette photo, on passe par l'outil détail qui va contenir la netteté, la réduction de bruit. Bon, en général, la netteté, moi je la rajoute à la fin, une fois que le traitement de ma photo est terminé, et je rajoute aussi un tout petit peu de grain. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser au youtubeur Grain qui produit du contenu de très bonne qualité. Et je t'encourage d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Big up à toi si tu regardes cette vidéo, Grain. Donc toujours dans cette partie détail, tu as un autre outil qui s'appelle réduction de bruit et qui va te permettre de réduire le bruit qui a été généré à la prise de vue. Par exemple, si tu as shooté dans un environnement qui n'était pas assez lumineux, tu vas obtenir ce qu'on appelle du bruit numérique. Ce sont des artefacts en fait qui se créent sur ta photo liés à la compensation de ton capteur. Donc cet outil-là va te permettre de le réduire. Bon, en général, moi je me débrouille tout le temps à ce qu'il y ait le moins de bruit possible sur mes photos. Et donc par rapport à ce panneau détail, la manière dont je procède, c'est que je vais passer par Lightroom, développer ma photo, l'envoyer dans Photoshop et faire quelques petites retouches. Et ensuite, je vais sauvegarder dans Photoshop, elle va s'enregistrer dans Lightroom. Et à la fin, je vais rajouter de la netteté et du grain éventuellement. Dans l'outil netteté, il y a ce qu'on appelle le masquage. Cet outil-là, il est hyper pratique parce qu'il va te permettre de voir exactement là où tu vas rajouter de la netteté sur ta photo. Plus précisément, dans quelle zone de ton image tu vas rajouter de la netteté. Donc la petite astuce, c'est d'appuyer sur la touche Alt ou Option de ton clavier, selon si tu utilises un PC ou un Mac. Sur un Mac, en l'occurrence, cette touche-là s'appelle Alt et Option à la fois. Donc on reste appuyé sur cette touche et en même temps, on vient tirer le curseur masquage sur la droite. Et donc toutes les zones blanches correspondent aux endroits où l'on va appliquer de la netteté. Les zones noires correspondent aux endroits dans lesquels on ne va pas appliquer de la netteté. Donc comme je t'ai dit précédemment, cet outil-là, moi je l'utilise à la fin. Ensuite, on passe à la correction de l'objectif. Donc ça, c'est une fonction super pratique de Lightroom qui va te permettre de modifier ce qu'on appelle l'aberration chromatique et corriger la déformation liée à ton objectif. Donc on va commencer par le profil de correction. Il suffit de cocher la case et ensuite de choisir dans le menu déroulant la marque de ton objectif. Donc par exemple, moi c'était un Canon 28-70 et comme tu peux le constater, quand je clique sur Canon, il va me détecter l'objectif automatiquement. Des fois ça peut arriver qu'il ne le détecte pas dès le début, donc tu as juste à cliquer sur le menu déroulant juste en dessous et choisir l'objectif que tu as utilisé. Et ensuite, tu as deux curseurs, la distorsion et le vignettage. Si tu déplaces le curseur vignettage sur la gauche ou la droite, tu constates qu'il modifie notre image et rattrape un petit peu la distorsion liée à notre objectif. Je le déplace légèrement vers la droite
pour récupérer quelque chose de convenable au niveau des courbes. Et donc on a la deuxième partie qui est le vignettage. Donc cet outil-là va te permettre de corriger le vignettage induit par ton objectif en tirant le curseur vers la droite. Si on fait un avant-après, avant correction, après correction. On peut voir que c'est assez flagrant d'un point de vue de la déformation. Ensuite, on a une autre section qui s'appelle la transformation. Bon, cet outil-là, en général, moi je l'utilise très rarement, mais l'idée c'est que si tu prends ta photo un petit peu trop en plongée ou en contre-plongée, cet outil-là va te permettre de rattraper la perspective de ta photo. L'inconvénient, c'est que tu perds aussi une partie de ton image, donc tu as plutôt intérêt à utiliser cet outil-là avec un appareil plein format. Parce qu'après avoir corrigé les perspectives, il va falloir recadrer ta photo pour avoir la correction, donc sans les bords blancs. En appuyant sur Entrée, on valide le recadrage. On appuie sur cet interrupteur pour voir un avant-après. Voilà. Ensuite, on a la partie effet et on peut choisir de rajouter du vignettage avec plus ou moins de quantité, choisir l'arrondi, choisir le contour progressif. Mais ce vignettage là, moi j'en rajoute uniquement de temps en temps selon l'effet que je veux donner à ma photo. Donc à la base, je n'avais pas forcément mis sur ma photo, mais là je trouve ça cool, donc je vais en rajouter un petit peu. Toujours dans la section effet, tu as l'outil grain. Donc de la même manière que le vignettage au-dessus, si tu veux donner un effet argentique à ta photo, avec ce grain que l'on retrouvait à l'époque lié aux pellicules, tu peux choisir d'augmenter le grain. Pour les gens qui sont un petit peu nostalgiques de l'argentique, cet outil-là va te permettre de retrouver un petit peu le même effet. Et donc avec le curseur taille, tu vas pouvoir choisir la taille des grains que tu as rajouté sur ta photo. Si on tire vraiment vers la droite, tu vas voir la différence. Voilà. Le curseur cassure, en général je ne le touche pas. Je modifie surtout la quantité de grains que je rajoute sur ma photo. Et comme je t'ai dit précédemment, comme pour la netteté et le vignettage, je rajoute le grain à la fin de mon traitement. Enfin, on a ce qu'on appelle la partie étalonnage de l'appareil photo, où on va modifier donc les teintes dans les ombres, en tirant un peu plus dans les verts ou dans les magentas. Ça dépend de ce que tu recherches. Mais moi, j'aimerais bien rester dans des teintes assez vertes et assez froides, donc je vais tirer le curseur légèrement vers la gauche. Et ensuite, avec ces autres curseurs, tu peux donner une véritable coloration à ta photo. Donc tu as les rouges, les verts et les bleus. Et de la même manière, tu peux corriger la teinte et la saturation pour chacune de ces couches rouge, vert, bleu. Et voilà, donc le traitement de notre photo est enfin terminé. C'est du gros n'importe quoi, il est en train de grêler. Je vais essayer de me dépêcher de retourner au van. Oh putain, je peux me prendre la grêle sur la gueule les gars. On est censé être au printemps. Non mais c'est pas possible de la grêle quoi. Ah. Ouh. C'est la galère cette pluie là. Il y a mon van qui est là-bas. Une véritable ambiance de film d'horreur. Non mais what the fuck quoi, regarde ça quoi. Regarde la grêle qu'il y a sur mon pare-brise quoi, c'est n'importe quoi. Je savais qu'il faisait super froid en arrivant, mais je me doutais pas qu'il allait faire de la grêle quoi. Regarde ça quoi, on est au printemps bordel. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce vers le haut, partage-la à tes amis et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et en attendant je te retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.